J'ai donc pris l'avion dans une atmosphère générale d'enthousiasme au Bourget, en raison de cette opinion française qui certes était prête, si on lui avait demandé avec énergie à faire son devoir, mais qui préférait de beaucoup que la paix fût maintenue en raison des pertes effroyables que la France avait déjà subies au cours de la guerre mondiale de 1914. Et pendant que j'étais dans cet avion, j'avais des journaux à lire. Je lisais la presse française qui, dans sa grande majorité, était favorable à un accord. Et je pourrais peut-être citer, entre autres, le journal Le Populaire, où je lisais ceci: l'annonce de l'entrevue de Munich a suscité un immense mouvement de foi et d'espoir. La faute criminelle contre l'humanité serait précisément de rompre les négociations ou de les rendre impossibles. Je lisais aussi l'Aube, qui écrivait: hier, tout le monde croyait au pire. La nouvelle que les chefs de l'Occident se rencontrent demain à Munich, l'espoir a refleuri. S'il est possible d'accorder à Hitler quelque nouvelle satisfaction d'amour-propre qu'il jugerait nécessaire à la sauvegarde du prestige de sa dictature, elle ne doit pas lui être refusée. Voilà ce que je lisais, et ces considérations ne facilitaient guère la tâche que je pouvais accomplir à Munich. Au fond, j'étais isolé, comme la France était isolée. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'y réfléchissais. Je relisais un dossier plus compact que je n'aurais voulu. Je réfléchissais surtout. Et je me disais que ce que je devais faire, c'est au minimum d'obtenir que la Tchécoslovaquie gardât une armée nationale. Donc, à 11h15, l'avion français se pose et en sort Monsieur Daladier, que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Un peu surpris par cet accueil guerrier, puisqu'il y avait une compagnie d'honneur et qu'il a passé en revue avec Ribbentrop. Et puis, ensuite, il nous a serré la main et il est parti en compagnie de Ribbentrop à l'hôtel.
Et nous sommes partis, nous avons traversé comme ça un certain nombre d'avenues. Oui. Là, l'accueil était véritablement très enthousiaste. Oui. Très enthousiaste. Évidemment, tous ces gens pensaient qu'on arriverait à un accord, que la guerre serait écartée. C'était, je crois, le sentiment qui les animait le plus. Les Allemands. Le plus profondément, oui, certainement. Oui. Dans les rues, les Munichois, vous savez, les Bavarois, sont des gens assez expansifs. Je ne dirais pas que ce sont... Ah, c'est les méridionaux de l'Allemagne, tout de même. Oui. Alors là, je retrouvais un peu des coutumes provençales. Et j'imagine que ce devait être la grande joie dans toutes les nations d'Europe, Oui. si on accepte les Tchèques. À l'hôtel, il a réuni la délégation française pour nous dire très brièvement quelles étaient les intentions françaises, quelle était la position française. Et je dois vous dire qu'il a été, M. Daladier, paru extrêmement ferme et qu'en tout cas, il disait, il n'acceptera jamais que cette conférence aboutisse à un démembrement de la Tchécoslovaquie. Et c'est Göring qui est venu me chercher pour m'accompagner au Führerhaus, c'est-à-dire à la maison du Führer. Il était vêtu à son habitude de tunique blanche. Et je trouvais que pour un homme qui était plutôt un peu rond d'aspect, c'était pas flatteur. Mais enfin, il le portait bien, puis il avait un visage, un assez beau visage, avec des yeux clairs et vivants. Alors, je suis arrivé par conséquent au Führerhaus. Et là, j'ai trouvé M. Chamberlain qui était arrivé un peu à Munich, un peu après moi, mais qui m'avait devancé. Et nous avons échangé quelques paroles. Et puis est arrivée une petite cohorte d'officiers italiens imposants, couverts de nombreuses décorations. Et enfin, Mussolini. Mussolini sanglé dans son uniforme de fasciste, arrivant comme s'il allait passer une revue, avec ses gros yeux noirs qui tenaient à enregistrer les gens qui étaient là, ses mains tendues, enfin un homme jovial, plein de lui certainement, donnant l'impression qu'il se considérait comme un grand personnage. Après tous ces cortèges, enfin plutôt après ces entrées, des Anglais, des Italiens, de Ciano, de Mussolini, s'est avancé un homme blême, les traits tirés, vêtu d'une vareuse kaki, comme un homme du peuple pouvait les porter, sans décoration, vareuse tombant sur un long pantalon noir et retenu par des chaussettes noires assez usagées. C'était Hitler. Dans la foule, il n'aurait pas attiré mon attention, sauf peut-être cette chevelure épaisse avec une longue et lourde mèche lui barrant le front et de gros yeux, des grands yeux d'un bleu sombre qui se révulsait lorsqu'il est venu, la main tendue, pour m'accueillir. Ce que je peux dire, c'est que cet homme avait des dons d'astuce et de ruse, peut-être plus étonnants que ses violences. Nous sommes entrés par conséquent dans un salon de ce Führerhaus. Hitler siégeait dans un fauteuil, à gauche en entrant. Il avait à côté de lui son interprète. À sa droite était Chamberlain, si je ne me trompe. Après, sur un canapé, était assis Mussolini
et Siano, et moi j'occupais un fauteuil face à Hitler. Il a immédiatement abordé le problème de la Tchécoslovaquie. Il s'est animé très rapidement, et c'est presque avec une véritable violence qui s'est livré à des attaques et contre Beneš et contre les Tchèques. Et puis surtout, il y avait les gestes saccadés, crispés, et la voix, cette voix rauque qui a conquis l'Allemagne d'ailleurs dans les meetings. Tout cela était impressionnant. Alors je me suis levé, j'ai dit, mais nous ne sommes pas venus ici. Nous ne sommes pas venus ici pour détruire la Tchécoslovaquie. Si nous sommes rassemblés pour détruire la Tchécoslovaquie, je n'ai rien à faire ici. Alors Mussolini se lève, écrit, mais non, mais ce n'est pas ça, c'est un malentendu, il faut le dissiper, mais non, monsieur Daladier, mais non. Alors il traduit à Hitler ce que j'avais dit. Alors, bien entendu, fidèle à l'observation de Mussolini, Hitler dit, mais monsieur Daladier, vous vous trompez, je n'en veux pas de Tchèques, je ne les veux pas, les Tchèques. Si vous me donniez les Tchèques, monsieur Daladier, je refuserai de les prendre. Je ne veux pas de Tchèques. Je veux ce qui est à moi, je veux mes Allemands. Cette première partie de la conférence dure jusqu'à 3 heures. 3 heures de l'après-midi, les 4 hommes sortent dans la même formation, Hitler, Mussolini et derrière Daladier, Chamberlain. C'était depuis longtemps l'heure du déjeuner et nous nous rendons à l'hôtel des 4 saisons et là, Göring, très aimablement, m'avait dit qu'il tenait à ce que le président Daladier déjeunât avec lui. Monsieur Daladier était de fort mauvaise humeur et m'a fait répondre qu'il voulait travailler avec ses collaborateurs et qu'il s'excusait de ne pas pouvoir accepter l'invitation à déjeuner. Staline a flairé que Göring méditait de m'inviter à déjeuner à sa table. Et il savait bien, quoique me connaissant peu, il savait bien que cela ne me plairait pas beaucoup. Göring était vexé? Non, il était déçu. Il était déçu et je pense que il aurait peut-être mieux valu que Daladier accepte ce déjeuner. Enfin, les choses se sont passées ainsi. Qu'est-ce que vous a dit Daladier de ses impressions sur sa première séance? Eh bien, comme je vous disais, il était de fort mauvaise humeur et il était à ce moment-là dans l'état d'esprit de quelqu'un qui ne voulait pas continuer. Il avait l'impression, l'expression est peut-être un peu forte, d'avoir été attiré dans un piège, que ce que voulait effectivement Hitler, c'était un véritable démembrement de la Tchécoslovaquie et que par conséquent, il irait à la réunion suivante, mais ce serait pour dire, bien non, je ne continue pas. Et dans cette réunion de 5 heures, Poncé est entré, ce n'est plus été comme la discussion du matin où nous étions là tous les 4, n'est-ce pas? Là, les gens sont entrés, il n'y avait aucun ordre, il y avait une espèce de confusion. Était-elle voulue par les organisateurs? C'est fort possible. Au début, la conversation traînait, coupée de silence, de reprises de paroles de gens préoccupés qui avaient l'air de ne pas savoir comment se tirer d'affaire. Par exemple, il y avait l'affaire de Chamberlain qui a aussi causé des complications, puisqu'il était ancien ministre des Finances et maire de Birmingham, je crois. Les maires et les ministres des Finances sont des gens très réalistes. Oui. Et très mesquins. Très mesquins. Alors, il voudrait savoir exactement quelle serait la contrepartie à payer aux Tchécoslovaques pour les biens à transférer avec le parti des Sudètes. Alors Hitler s'impatientait un peu
Et quand Chamberlain continuait et disait il faut aussi régler la question du bétail qui aura peut-être disparu. Alors Hitler lui disait mon pauvre monsieur Chamberlain, nous perdons notre temps, nous avons tant de choses beaucoup plus importantes à régler que le bétail en détail, n'est-ce pas? Dans cette séance, Hitler n'a pas été cassant, n'est-ce pas? Il a plutôt employé mon pauvre monsieur, il avait pitié des mesquineries d'un ministre des Finances, n'est-ce pas? Calmez-vous donc, n'est-ce pas? Ce n'est pas tellement important, on va trouver quelque chose. Tout à coup, par une espèce d'opération curieuse, un texte a été sorti et jeté dans le débat par Mussolini. Mussolini tire de sa vareuse, de la poche de sa vareuse, un papier dont il donne lecture. C'était un projet de rédaction, c'était, si vous voulez, une proposition. Ayant quelque chose de concret à se mettre sous la dent, si j'ose ainsi dire, on a commencé à discuter les termes de ce papier et à entrevoir l'issue à laquelle on allait aboutir. C'était un papier que je connaissais, que j'avais déjà traduit une fois, cette proposition compromissoire des Italiens. C'était pendant les journée de crise à la chancellerie du Reich, oui, où tout le monde était présent. Avant, oui, quelques jours avant. Oui. Où dans un coin, il y avait un groupe au travail composé, dans la plupart des cas, de diplomates. Vous m'avez pas dit Göring, oui, Göring aussi, oui. Et de temps en temps aussi l'ambassadeur italien à Tolico, qui préparait quelque chose, qui rédigeait un texte et me disait Monsieur Schmitt, il faut traduire ça très rapidement parce que ça doit sortir immédiatement. Et c'était là le texte, à peu près le même texte que je reconnaissais avec une très grande satisfaction. Docteur, oui, satisfaction pourquoi? Parce que j'étais, pour ainsi dire, l'écolier qui fait son baccalauréat avec un papier qu'il connaît déjà. C'était donc un coup monté, Munich. Peut-être pas un coup monté, mais une aide donnée pour accélérer par Mussolini, parce que, n'est-ce pas, à son allié, parce que les diplomates, n'est-ce pas, c'était une affaire diplomatique, les diplomates présents s'étaient dit, si une proposition vient de Mussolini, elle paraîtra plus acceptable, plus facilement acceptable aux autres, aux puissances occidentales, que si cette même proposition vient de Hitler. Et c'est pourquoi on avait... C'est très intelligent et très psychologique, mais cela suppose que les gens qu'on a en face ne sont pas très malins. Oui, mais les gens qu'on a en face ne pouvaient pas savoir l'origine et la genèse de ce document. C'est assez intéressant à songer, vous savez, qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui disaient « Voilà, après tout, Mussolini qui nous a aidés un peu. » Parce qu'on disait que c'était les Italiens qui avaient fait la proposition, et même les Italiens qui avaient proposé les arrangements auxquels on s'est arrêté à la fin. Et maintenant, que c'était toute une grande comédie, et que c'est les Allemands qui avaient dit par téléphone à Mussolini ce qu'il devrait demander. Pour eux, à Munich, c'est ce qu'il a fait, très loyalement, vis-à-vis son compère. Mais ça, c'est après l'affaire, et tout le monde peut être sage après l'affaire. Le matin, à 9h, le ministre Crofta m'appela. Il me communiqua l'ordre du président de me rendre en avion l'après-midi à Munich, à 3h, et avec les instructions de défendre les intérêts vitaux du pays dans les négociations qui vont avoir lieu à Munich. À la dernière minute. À la dernière minute. Et pas comme délégué tchécoslovaque. Non, comme quoi? J'étais membre de la délégation britannique. Vous étiez membre de la délégation britannique? Oui, parce que c'était la seule concession de M. Chamberlain, oui, qui a dit, voilà, un tchécoslovaque peut être membre de la délégation britannique. Comme advisor, comme conseiller de la délégation. Observateur. Comme observateur. C'est un célèbre terme. Donc, nous sommes arrivés à l'aérodrome.
Tout d'abord, il n'y avait personne, ni des Anglais, ni des Français. C'était le désintéressement total. Mais il y avait de police et Gestapo, un officier de police qui m'informa qu'il a l'ordre de nous emmener à l'hôtel Regina où siégeait la délégation anglaise. Alors nous sommes montés dans les voitures ouvertes de police avec des grandes inscriptions Polizeiwagen et flanqués toujours par des policiers, nous sommes arrivés à l'hôtel. Et à l'hôtel même, nous sommes restés dans les chambres, bloqués, enfin internés. Les policiers étaient assis dans le corridor. Évidemment, il n'y avait pas de question pour nous de nous rendre à la Maison Brune où siégeait la conférence. Oui. Le téléphone, ça marchait aussi très mal. Enfin, j'ai réussi de parler avec Ashton Watkin de la délégation anglaise que je connaissais. Moi, il est venu chez nous à l'hôtel, parler avec nous, excessivement énervé, disant, voilà, vous n'avez pas idée comment c'est difficile, comment c'est terrible de parler, de négocier avec Hitler. Et quand... Il venait se plaindre auprès de vous. Oui, il était complètement essoufflé. Il disait, moi, quand je disais, mais ça dépend de la fermeté des Occidentaux, il me répondit, écoutez, si vous refusez l'arrangement, et alors vous restez seul avec les Allemands, les Français peut-être vous le diront un peu plus élégamment, avec beaucoup plus de finesse, mais croyez-moi, ils vous abandonneront également à votre sort. Il n'y avait pas moyen de consoler pendant cette nuit-là, n'est-ce pas, ces malheureux Tchèques qui n'avaient pas assisté à tout ça, qui étaient dans les environs, à côté, et qui attendaient avec anxiété, n'est-ce pas, le verdict de vie ou de mort. À aucun moment, la Tchécoslovaquie n'avait été admise aux discussions. Non, 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 non. Non. Seulement alors... On a essayé, est-ce que Daladier et Chamberlain ont essayé de les faire assister aux discussions? Est-ce qu'il y a eu une tentative de fait? Non. Non, parce que c'était inutile, n'est-ce pas? Parce que si on avait dit aux Tchèques, venez, asseyez-vous et écoutez, prenez part au débat, Hitler ne l'aurait jamais admis. Hitler serait parti à dire, ah non, pas en présence, n'est-ce pas, des Tchèques. Pas en présence de ceux qui étaient concernés. Mais oui, oui, oui. C'était donc inconcevable. C'est inconcevable. Il ne faut pas oublier qu'à la veille de cet épisode, Hitler avait prononcé au Palais des Sports des discours contre Bénèche d'une violence incroyable, incroyable. Tonitruant et le menaçant Herr Bénèche. Si Bénèche avait été là, on a le sentiment qu'il lui aurait sauté à la gorge. Accord conclu à Munich le 29 septembre 1938 entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Les quatre puissances, tenant compte de l'arrangement déjà réalisé en principe pour la cession à l'Allemagne des territoires des Allemands des Sudètes, sont convenues des dispositions et conditions suivantes et s'engagent à accomplir les démarches nécessaires pour en assurer l'exécution. L'évacuation commencera le 1er octobre. Elle devra être achevée le 10 octobre sans qu'aucune des installations existantes ait été détruite. Le gouvernement tchécoslovaque aura la responsabilité d'effectuer cette évacuation sans qu'il en résulte aucun dommage aux dites installations. Les autres territoires à prépondérance allemande seront déterminés par la commission internationale et occupés par les troupes allemandes d'ici au 10 octobre. Munich, le 29 septembre 1938, Son Excellence le chancelier du Reich, Adolf Hitler, Son Excellence le Premier ministre de Grande-Bretagne, Neville Chamberlain, Son Excellence le président du Conseil français, Édouard Daladier, Son Excellence le chef du gouvernement italien, Mussolini. À l'aube du 30 septembre, au Regina Palace, dans la chambre d'hôtel de Chamberlain, on convoque enfin les Tchèques. Et alors la scène finale se passait après minuit, je crois, 1h30, dans la chambre de Chamberlain qui présidait. Il y avait la présence des côtés français, M. Daladier, M. Léger, et des côtés anglais, Sir Horace Wilson et Ashton Watkin. J'étais assis à côté de M. Daladier. Je vous trahirai mon idée
secrète, cette sensation que j'avais un moment, justement étant victime de la soirée, tout d'un coup, j'avais une pitié humaine de M. Daladier. Vous avez pitié de M. Daladier? Pitié pour sa situation. Et Chamberlain? Chamberlain, l'homme qui vraiment, n'est-ce pas, ne brillait pas, n'est-ce pas, par esprit, encore cette soirée, encore moins que d'habitude peut-être, tiré, enfin fatigué, et baillant toujours, surtout. Et moi, je vis surtout, n'est-ce pas, de cette séance me restait, n'est-ce pas, cette dernière impression de Chamberlain, quand moi je pose la question, et alors, est-ce que vous attendez encore la réponse de mon gouvernement à cet accord, en fait? Il baillait de nouveau, il regardait la montre, il me dit non. La seule chose, n'est-ce pas, vous voyez, n'est-ce pas, 5 heures après-midi, aujourd'hui, parce que nous étions déjà vendredi, n'est-ce pas, votre délégué doit être présent à Berlin. C'est la seule chose. Tâche accomplie, Mussolini rentre à Rome. Le peuple romain lui fait une chaleureuse réception. À Berlin, le Hitler, peuple lui, rentre à Berlin. fête lui aussi la paix. Édouard Daladier arrive au Bourget. Pendant ce temps, attendu par sa femme et ses enfants, Chamberlain atterrit à Londres. Ce matin, j'ai eu une autre entrevue avec le chancelier Hitler. Et voilà le document qui porte son nom à côté du mien. Nous pensons que cet accord est symbolique de la volonté de nos deux peuples de trouver une paix durable et de ne plus faire la guerre. Le président du Conseil s'adresse au pays. J'ai la certitude aujourd'hui, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des 4 grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée. J'espère qu'une fois que nous aurons franchi ce défilé dangereux, nous pourrons envisager le règlement général des grands problèmes européens. Le premier Britannique et Madame Chamberlain sont reçus par les souverains au palais de Buckingham. La grande presse française pavoise. Hormis les communistes et quelques grincheux, tout le monde est content. On ouvre une souscription à M. Chamberlain.
Le canard enchaîné, lui, ne pavoise pas. Tchèque et mat. Le beau Danube, brun. La paix n'a pas 20 ans. Encore une minorité opprimée. C'est bien tout ce qu'il vous faudra pour aujourd'hui, demande Chamberlain à Hitler. Si vous prenez 100 km de plus, je vous ferai un prix. Chorégraphie 38, le Lambeth Walk, une petite invention anglaise. Après Munich, enfin, on respire. Quand j'ai vu M. Daladier, il m'a demandé qu'est-ce que c'est que cette foule qui vient là? Est-ce qu'elle vient pour nous conspuer? Et je lui dis pas du tout, ils viennent pour nous applaudir. Mais ce qui est certain, vous n'avez qu'à regarder les photographies de cette époque, vous verrez, ces photographies sont nombreuses, que nous avons un visage extrêmement triste, extrêmement tendu, et que nous ne sommes pas souriants, mais graves et inquiets. Si je vous montrais les lettres que j'ai reçues, vous apercevriez qu'en vérité, tout Paris était munichois. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'à la Chambre des députés, la majorité a été immense. Nous avons eu 500 voix sur 550 votants. Léon Blum était un homme politique qui a cédé, qui a considéré que la France, dans son opinion publique, l'opinion publique française, acceptait la politique qui avait été faite à Munich. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit cette phrase qu'on lui a beaucoup reprochée, mais qui traduit assez bien, si vous voulez, cette évolution de l'opinion publique française. Il a parlé d'un lâche soulagement. Cet homme connaissait la langue française. Pour moi, la meilleure anecdote de Munich que j'ai entendue à cette époque, c'était deux Français. L'un avait dit, alors c'est un soulagement. Et l'autre avait dit, c'est le même soulagement qu'on éprouve quand on a fait dans ses culottes. Ce qui était le plus grave, c'est qu'on faisait semblant de tenir ces engagements, qu'on affirmait qu'on les tiendrait jusqu'au bout, alors qu'on savait déjà qu'on ne le ferait pas. J'ai eu à ce propos, et ça a été notre dernière entrevue, et une des raisons pour lesquelles, même après son retour au pouvoir, je n'ai pas voulu remettre les pieds à Prague et le revoir à Prague, une scène extrêmement pénible avec le président Beneš, car j'essayais de lui dire, au nom du ciel, prévoyez l'hypothèse où la France ne tiendra pas ses engagements et où vous vous trouverez acculé. Il est entré dans une colère noire, en disant « Comment, vous, Français, vous osez me dire des choses pareilles? Moi, je connais l'histoire de France, je sais que la France ne fera pas ça. » Évidemment, comme on dit, j'avais bonne mine. Très tôt, j'étais encore dans ma chambre à coucher. Je finissais de m'habiller. Quand on m'a dit que l'ambassadeur de la Tchécoslovaquie, mon ami Jan Masaryk, était là et désirait me voir. J'entrais ici dans cette pièce où nous sommes aujourd'hui. Il était là, me tournant le dos face à la fenêtre. Quand j'entrais, il se retourna. Et je n'oublierai jamais l'angoisse que j'ai vue dans ses yeux. Il me tendit les deux mains, comme me dire, nous sommes toujours amis, malgré tout, malgré tout. Il m'a raconté alors que notre ministre à Prague a visité le président Beneš vers l'aube, lui a remis un ultimatum et lui a demandé sa réponse, lui a demandé d'y souscrire dans 2 heures. Beneš et son gouvernement ont démissionné. Dès que Jeanne m'a laissé, j'ai téléphoné à Winston Churchill. Je lui ai fait un récit de mon interview avec Jan Masaryk. Et je lui ai dit, n'y a-t-il rien que nous pouvons faire? Il m'a répondu, non, il n'y a absolument rien. Mais sois sûr d'une chose, ce n'est pas seulement les Tchèques que nous avons vendus.
Nous nous sommes vendus nous-mêmes. En septembre 38, Prague, la ville dorée, vivait encore ses dernières heures de liberté. Mais dans les nuits qui ont précédé Munich, le téléphone entre Paris et Prague ne chômait pas. A-t-on voulu que Bénèche demande sa propre capitulation? Tout semble l'indiquer. Comme il fallait bien se justifier. On a été jusqu'à inventer que les Tchèques avaient en somme supplié eux-mêmes qu'on les violât pour que ce pas difficile puisse être franchi devant leur opinion publique. Alors qu'on se trouvait en face de gens à qui on mettait le couteau sous la gorge en leur disant, c'était la dernière démarche express de l'ambassadeur d'Angleterre, démarche conjointe de l'ambassadeur d'Angleterre et de l'ambassadeur de France, leur disant si vous n'acceptez pas Munich, si vous n'acceptez pas le dépeçage, eh bien c'est vous qui serez les fauteurs de guerre et par conséquent nous serons obligés de vous abandonner à votre malheureux sort. Monsieur, je crois qu'en commençant, il est bon que vous rappeliez ce que vous faisiez à Londres en 1938. Je dirigeais l'agence Havas, information. C'est ainsi d'ailleurs que le 26 septembre 1938, le Foreign Office, avec qui nous étions en rapport pour toutes les nouvelles officielles, m'informa par un coup de téléphone qu'ils allaient publier un communiqué fort important. J'envoyais quelqu'un chercher le communiqué et on me le rapporta. Je m'aperçus immédiatement qu'il était fort important, en effet. Et voici le texte de la phrase essentielle. Si, en dépit des propositions faites par le Premier ministre, l'Allemagne attaquait la Tchécoslovaquie, le résultat immédiat serait que la France se trouverait obligée de lui donner assistance et que la Grande-Bretagne et la Russie soutiendraient certainement la France. Mon télégramme partit pour Paris par le téléscripteur habituel et le lendemain, j'attendis les journaux français pour voir ce qu'il en était advenu. Je pensais trouver de grandes manchettes. Mais je ne trouvais à peu près rien. Cela me surprit beaucoup, et d'autant plus que l'Hyper me téléphona également ce matin du 27 pour me dire, j'apprends de Paris, de notre ambassade, que notre communiqué est considéré par beaucoup de gens comme un faux. Alors, je vous prierai de le confirmer. Entendu, j'envoie la confirmation à Paris. L'après-midi, je reçois un coup de téléphone de ma direction, d'Havas Paris. Il m'a dit que le communiqué est considéré par le Quai d'Orsay comme non authentique. Et que dans ces conditions, le ministère a demandé qu'on l'étouffât. Je déclare que je trouve ça surprenant, et même assez scandaleux du point de vue de l'information, mais que c'est leur responsabilité. Le lendemain 28, les journaux français que je reçois contiennent des attaques venimeuses contre M. Brett, directeur de l'agence Havas à Londres, qui est qualifié de faussaire de nouvelles. Je prends mon téléphone et j'alerte ma direction générale à Paris en demandant à être protégé contre ces attaques et en les priant d'intervenir auprès de ces journaux-là. La réponse était plus tiède. Elle est même tellement tiède que je réponds par ma démission. Une heure après, nouveau coup de téléphone, mes interlocuteurs sont convertis. Ils sont prêts à me soutenir et même à me dédommager éventuellement plus tard. Je retire donc ma démission. Voici exactement l'histoire de ce communiqué. Comme vous savez, il fut fait par Van Start, secrétaire au Foreign Office, et à la demande de Churchill, en accord avec Churchill, qui à ce moment-là n'était pas membre du cabinet. Mais il se trouva que quelques heures après que le communiqué avait paru, l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, Sir Harry Phipps, va me trouver
Il m'apporta une note qui disait exactement le contraire du communiqué, à savoir que l'Angleterre ne pourrait pas intervenir dans la guerre et qu'elle nous demandait au contraire d'être prudents, à ce point qu'elle demandait à la France de ne faire aucun acte qui puisse entraîner la guerre sans la prévenir. C'était par conséquent tout le contraire de ce que avait dit le communiqué du Foreign Office. Mais évidemment, lorsque le lendemain, des hommes politiques ou des journalistes m'ont demandé ce qu'il fallait penser du communiqué, j'ai été, et je devais l'être, extrêmement réservé, étant donné que, à la fois, le Premier ministre anglais, d'une part, et l'ambassadeur d'Angleterre, avaient remis les choses au point et avaient dit que ce communiqué était un communiqué uniquement destiné à impressionner Hitler, mais ne correspondait pas à la réalité. Quelques semaines après, je suis convoqué à Paris. On me reçoit très aimablement et on m'annonce que le ministère des Affaires étrangères a décidé de me faire chevalier de la Légion d'honneur. Je répondis que je trouvais que je n'avais fait que mon devoir et qu'en tout cas, il ne méritait pas cette récompense. En sortant, l'huissier de service avait déjà cousu sur le revers de mon manteau le ruban rouge. Je l'arrachai, je le lui jetai au visage et je me jurai de ne pas porter cette décoration. C'est le 6 décembre, si je ne me trompe, que M. von Ribbentrop est venu à Paris. Il est venu signer ce traité d'amitié que d'aucuns à l'époque ont appelé un arrangement. Un arrangement, parce que personne n'y croyait à ce traité d'amitié qui a duré ce que durent les roses, hein. Pas l'espace de matin, mais l'espace de quelques mois. Et il y a eu ce grand dîner d'apparat auquel a participé en l'honneur de von Ribbentrop. Et comme il y avait deux ministres israélites, membres du gouvernement, M. Janzé et Georges Mandel, qui d'ailleurs tous deux ont été victimes des nazis ou de leurs alliés français, eh bien, on ne les invita pas. Bon, on peut me dire que l'un était ministre de l'Éducation nationale et qui n'avait rien à voir avec la diplomatie, que l'autre était ministre des colonies qui n'avait rien à voir avec la diplomatie, s'il vous plaît. À l'époque, justement, le ministère des colonies était considéré comme un des éléments de la stratégie française, n'est-ce pas? On a estimé qu'il fallait faire pour Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, exactement les mêmes invitations que celles qu'on faisait pour tous les ministres des Affaires étrangères qui venaient en France. Ces invitations comprenaient un certain nombre de ministres, parmi lesquels ne se trouvait pas le ministre des colonies ni le ministre de l'Éducation nationale. C'était donc pas du tout parce qu'ils étaient israélites qu'on n'invitait pas M. Mandel et M. Janzé, mais parce qu'ils étaient des ministres dont on n'invitait jamais les titulaires en pareil cas quand il s'agissait d'un ministre des Affaires étrangères. C'était un heureux hasard en la circonstance. Je n'ai pas entendu. Je dis c'était un heureux hasard en la circonstance. C'était un heureux hasard en la circonstance. Que les deux ministres qui n'étaient pas concernés par cette invitation fussent précisément des juifs. Ah, il y en avait beaucoup d'autres. Ce sont des explications qui ne valent pas. À la vérité, on s'inclinait devant les courants antisémites des hitlériens. Voilà le fond de l'affaire. Et on assistait à ce spectacle étrange et humiliant. Le gouvernement français tenait discrètement à l'écart deux ministres juifs du cabinet pour ne pas déplaire à von Ribbentrop parce que, évidemment, ça l'aurait gêné. Et qui d'autre tenait-on à l'écart? Et la Société des Nations, et l'Union soviétique. À Genève, Maxime Litvinov, ministre soviétique des Affaires étrangères, multipliait les déclarations d'assistance à la Tchécoslovaquie et condamnait la politique agressive d'Hitler. Nous avions un pacte avec l'URSS qui avait été fait par Laval et Staline en 1935. Ce pacte comportait que la France et l'URSS viendraient à l'aide de l'une ou de l'autre en cas d'agression. Le cas de la Tchécoslovaquie ou des pays tiers n'avait pas été prévu. Nous l'avons donc posé à l'URSS. Malheureusement, en ce qui concernait la Tchécoslovaquie, l'URSS nous a répondu qu'elle n'était pas limitrophe de la Tchécoslovaquie, qu'elle n'avait pas de frontière commune avec la Tchécoslovaquie.
et qu'elle devait donc passer par les territoires de deux alliés de la France, soit la Pologne, soit la Roumanie. Elle écartait qu'elle pût passer par la Pologne en raison des sentiments très hostiles que la Pologne avait envers la Tchécoslovaquie, puisque la Pologne voulait reprendre un district Teschen aux Tchécoslovaques. Mais elle estimait que peut-être les Roumains la laisseraient passer. On oublie toujours que, qu'il s'agisse de la Pologne, qu'il s'agisse de la Roumanie, la Pologne nouvelle et la Roumanie nouvelle avaient pris des territoires immenses aux Russes, et que pour passer et porter secours à la Tchécoslovaquie, il fallait justement passer par ces territoires. Ce qui fait que l'un d'eux me posa la question, il me dit, monsieur, vous me demandez de laisser passer les Russes à travers la Bessarabie. Qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait à vous de laisser passer les Allemands à travers l'Alsace-Lorraine? Mais je reviens donc au ministre roumain. Je lui ai donc demandé non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Il a toujours été très ferme sur un seul point. Il avait accepté, comme je l'ai indiqué d'ailleurs dans mes livres. Il m'a dit, il y a la question des avions. Eh bien, je vais vous confier une chose. Nous avons une très mauvaise DCA qui tire à peine à 2 km en l'air. Alors, les Russes n'ont qu'à passer avec leur aviation. Ils peuvent passer à 4 ou 5 000 mètres. À ce moment-là, ils savent très bien, on leur tirera quelques coups, mais nous ne les atteindrons pas. Le grand homme de la Roumanie, c'était à ce moment-là Titulescu, le ministre des Affaires étrangères. Je me rappelle certaines conversations avec lui, d'ailleurs, qui confirment l'opinion que je vais vous donner. Mais la Roumanie, et Titulescu notamment, étaient en excellent terme avec Beneš. Et il n'est pas douteux que Titulescu et son pays se rendaient parfaitement compte que pour résister, il fallait le concours de l'Union soviétique. La possibilité pour l'armée soviétique d'intervenir se serait faite certainement à travers la Roumanie. En tous les cas, au point de vue aérien, pas de doute, et les forces aériennes de l'armée soviétique, de l'Union soviétique, étant engagées en Tchécoslovaquie dans cette guerre, il n'est pas douteux que l'Union soviétique aurait trouvé le moyen d'aller défendre, si j'ose dire, ses forces aériennes. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, Staline n'avait aucune envie d'intervenir dans la guerre. Son armée avait été cruellement décimée par les purges terribles qu'il avait faites en 1934-1935. Et Hitler en parla d'ailleurs avant la guerre dans une conversation avec Burkhardt, quand il lui dit « Vous ne me donnerez pas la chair de poule avec les Russes, quand on a tué la moitié de ses généraux, on a une armée qui est encore très faible. » Georges Bonnet ne voyait pas, comme d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques français, ce que représentait comme puissance de guerre l'Union soviétique. Il pensait que l'Union soviétique resterait en dehors du coup, ce qui est une opinion qui me paraît tout à fait fausse. L'Union soviétique était disposée à s'engager dans de bonnes conditions, quand à cause de Munich réalisé dans les conditions que vous connaissez, quand à cause de Munich les conditions ont été changées, c'est à ce moment-là que l'Union soviétique a changé de politique. Le 21 septembre, à la tribune de la Société des Nations, Litvinov, au nom de l'Union soviétique, déclarait ceci. Nous sommes décidés à remplir nos engagements d'après le pacte et à prêter assistance à la Tchécoslovaquie en même temps que la France, par les moyens dont nous disposons. Nos autorités militaires sont prêtes à participer immédiatement à une conférence avec les représentants militaires de la France et de la Tchécoslovaquie pour envisager les mesures qu'exige la situation. Ça, c'était le 21 septembre. Par conséquent, la France aurait pu se saisir immédiatement de cette déclaration de Litvinov pour faire toutes les démarches nécessaires. Et cela aurait été d'un poids important dans la suite des événements. Litvinov, j'ai connu très bien, naturellement. Nous avons travaillé beaucoup ensemble et j'avais beaucoup de sympathie pour lui. Et je suis sûr que parmi tous les hommes politiques russes, c'était lui qui désirait travailler avec vous et avec nous. Mais son autorité était limitée. Et c'est vrai que c'est Munich qui a eu comme un de ses résultats, à la fin, la chute de Litvinov. C'est la politique de Molotov, la politique négative
qui a gagné pour ce moment-là. Et le pacte germano-soviétique. Et le pacte germano-soviétique. Mais vous savez, ce n'est pas personne qui n'est pas russe, et peut-être pas tous les Russes, pourrait vous dire ce que les Russes, la politique russe aurait été si on avait eu la guerre au lieu d'avoir Munich. Je ne suis pas sûr. On pouvait consulter la Société des Nations, mais je me demande pourquoi on ne l'a pas fait, pourquoi Litvinov ne l'a pas fait, pourquoi la France ne l'a pas fait, pourquoi surtout la Tchécoslovaquie ne l'a pas fait, étant donné la position importante qu'avait M. Beneš à la Société des Nations. Mais pour la France, vous pouvez répondre, Monsieur le Président, à votre propre question. Ce n'était pas à moi de le faire. Vous étiez président du Conseil. C'était le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères connaissait, bien entendu, la réponse de Litvinov. C'est lui qui a négocié. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a négocié avec la Pologne, avec la Roumanie et avec la Russie. Et il avait l'impression que la Société des Nations n'avait plus une grande importance, que chacune des puissances était libre de sa décision, que l'article 16 avait été mis de côté et qu'il n'y avait rien à espérer d'un appel à la Société des Nations. Voilà ce que je dis. Vous l'avez enregistré? Oui. Très bien. Supposons un instant que n'ayons pas fait Munich, et supposez un instant que les choses se soient passées, comme elles se seraient passées certainement, c'est-à-dire que nous ayons eu la guerre, que nous l'ayons perdue, et que les Allemands soient arrivés à Paris comme ils l'ont fait en 1939. Voyez d'ici le procès qu'on aurait pu nous faire. On aurait dit à ce moment-là, regardez ces hommes d'État français. Les généraux leur avaient dit, le général Villemain avait dit, en 15 jours, l'aviation française sera anéantie. Le général Condé avait dit, attendez un an pour que nous ayons des canons modernes. Les Anglais leur avaient dit, nous ne pouvons rien vous donner pendant les 6 premiers mois de guerre que 2 divisions et encore sans matériel moderne et sans avions. Roosevelt leur avait dit, pas un homme, pas un sou. La Russie les avait prévenus qu'il ne pourrait donner un concours qu'à la condition que les Roumains et les Polonais laissent le passage des troupes. Et ce passage n'était pas autorisé ni par les Roumains ni par les Polonais. Par conséquent, la France était avertie qu'elle n'avait personne derrière elle, elle avait fait la guerre, elle avait refusé un compromis, et voilà les Allemands à Paris. Quelle aurait été l'issue de ce procès, je vous le demande? On ne peut pas évidemment réécrire l'histoire. Mais je crois que la résistance à Hitler était possible au moment de Munich, quoi qu'on en ait dit, et qu'après Munich, alors, nous sommes allés à la guerre dans des conditions qui étaient moins favorables, quels que soient les efforts qui ont été faits au point de vue du réarmement entre les deux périodes. Parce que la conjonction internationale avait changé. L'année de répit entre 38 et 39 a bénéficié à qui? Mais elle a bénéficié, si j'ose dire, aux deux, mais beaucoup plus aux Allemands qu'à nous. Pourquoi? Pour une raison d'abord qui est très simple. C'est que le potentiel industriel de la France était à ce moment-là inférieur à celui de l'Allemagne. Par conséquent, en un an, toute chose égale d'ailleurs, à supposer même que nous ayons fait le même effort que l'Allemagne faisait pour le réarmement, automatiquement, ils augmentaient leur potentiel militaire beaucoup plus que la France ne le faisait. Nous avons fait venir des ouvriers, des usines travaillant pour la guerre. Et ils ont expliqué, là, les uns après les autres, il y a une brochure qui a été éditée à ce moment-là, sur cette réunion, ils ont expliqué les uns après les autres comment la défense nationale était sabotée. Sabotée? Oui, sabotée. Je vais vous donner quelques titres, justement, de leur révélation. Ils disaient ceci: des machines modernes ne tournent que 3 heures par jour, et les ouvriers ne font que 35 heures par semaine. Et le gouvernement accusait les ouvriers de ne pas vouloir faire des heures supplémentaires. Il disait ceci: des centaines de pièces destinées à l'industrie d'armement attendent le poinçonnage du contrôle militaire. Ils ajoutaient: la matière première est gaspillée. Dans une usine d'aviation, 32 ouvriers perdent 767 heures
à attendre des pièces. Dans une autre, un avion d'une valeur de 4 millions est jeté à la ferraille. Et il précisait, dans toute l'industrie d'aviation, on manque de duralumin, tandis que le minerai de bauxite est exporté en Allemagne. Et enfin, il disait, sur 50 machines d'une usine métallurgique de Paris, travaillant pour la défense nationale, ces 20 restent inoccupés. Voilà des faits. Général de Varlimont, bien que le descendant d'huguenots français installés en Prusse, vous avez été l'un des principaux généraux d'Hitler. Parlez-nous de l'état de la ligne Siegfried en 1938. Oui, ce qu'on a appelé la ligne Siegfried en 1938 en était encore à ses tout débuts. C'était un chantier. Vous l'avez visité? Oui. J'avais eu l'occasion de voir les tout premiers débuts, fin 1937, lorsque j'avais un commandement à Trier. Et puis, je l'ai revisité lors d'une tournée d'inspection d'Hitler en compagnie de son état-major, début 1939. C'était encore un projet de bâtiment sans moyens de défense réels, sans route, sans armement. C'était un chantier. Und für die es noch in jeder Hinsicht an der Fähigkeit zu einer nachhaltigen Verteidigung fehlte. À ma question, que ferions-nous en cas d'intervention de la France et des autres grandes puissances? Der übrigen großen Mächte dieser Welt? On m'a répondu, le Führer et sa politique sauront nous préserver d'une telle échéance. Après Munich, lorsqu'Hitler a eu l'occasion de visiter les installations de la ligne Maginot-Tchèque en territoire sudète, il aurait déclaré « Si j'avais su que l'armée tchèque était si bien armée, j'aurais mieux écouté les conseils de prudence de mes généraux. » C'est une armée qui avait été faite par, on peut dire par la France, enfin en tout cas dans l'organisation, avait été prévue, conseillée, sinon commandée directement par la mission militaire française, à la tête de laquelle se trouvait le général Fauché, et cela presque depuis le tout début. On a beaucoup discuté, bien entendu, sur la valeur de cette armée. On peut le faire d'autant plus facilement que, pratiquement, et à cause de la politique suivie par la France et par l'Angleterre, elle n'a pratiquement pas été engagée. Et l'on peut penser qu'une fois leur pays rendu à l'indépendance, les Tchèques se seraient très convenablement et même vraisemblablement héroïquement battus pour la plupart d'entre eux. Des experts militaires ont pu faire remarquer à ce propos que cela représentait une force militaire égale à celle de tous les alliés de la France en 1940, c'est-à-dire Angleterre, Belgique et Hollande. Général de Varlimont, combien de divisions votre état-major a-t-il été capable de rassembler sur la frontière tchécoslovaque? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de divisions, mais il y avait 4 armées. Et cela représentait la plus grande partie de nos divisions actives. 4 armées, ça fait combien de divisions? Oh, ça devait faire à peu près 800 000 hommes. Mais les Tchèques avaient déjà, après leur mobilisation, 1 million d'hommes sous les armes. Et ils avaient des fortifications qui étaient beaucoup plus avancées que les nôtres à l'ouest. Le réarmement de l'Allemagne, qui malheureusement n'avait pas été empêché dans les années précédentes, le réarmement entrepris par Hitler, je dois dire, ce réarmement n'avait pas encore procédé d'une telle allure qu'une armée allemande pourrait confronter en même temps une guerre contre la Tchécoslovaquie et une guerre contre les puissances de l'Ouest. C'est-à-dire une guerre sur 2 fronts. Sur 2 fronts.
Est-ce que, par exemple, der Westwall, ce qu'on a appelé plus tard la ligne Siegfried, existait déjà? Vous avez eu l'occasion de constater l'état de la ligne Siegfried à cette époque-là? C'était exactement à cette date du 28 mai 1938 que Hitler avait proclamé son intention de construire une ligne de défense, un Westwall, une ligne de défense équivalent à la ligne Maginot. Alors, jusqu'à l'automne, ce n'était que 2 ou 3 mois seulement. Et alors, au commencement du mois d'août, je me suis rendu moi-même à l'ouest et en auto, j'ai fait un travers de toute la Eiffel pour voir ce qui se passe vraiment là-bas. Et j'ai vu que c'était seulement à ce temps-là quelque chose qui devait être considéré comme non existant encore. C'était un mythe à ce temps-là. Un mythe, oui. Un mythe, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. À ce temps-là. Et plus tard encore, le général Quartiermeister, je ne connais pas l'expression française pour ça, oui. C'est celui qui est le second après le chef d'état-major. Oui. Oui. Le général Adam avait dit que si une guerre éclate dans l'état actuel du Westwall, l'unique possibilité pour toute armée était de se séparer immédiatement de ses fortifications pour pouvoir encore manœuvrer librement. Que c'était pas un avantage, mais au contraire une charge, plus ou moins, pour une armée de se servir d'une ligne de fortification qui n'était pas encore prête. Alors, ça n'existait pas encore comme moyen effectif de défense. Au moment de la mobilisation générale en France, quelques jours avant la conférence de Munich, il y a eu un télégramme qui est arrivé chez vous au ministère des Affaires étrangères. Je crois que vous vous référez à un télégramme de l'attaché militaire à Paris, monsieur von Kühlenthal, le général von Kühlenthal, oui, qui disait qu'il considérait que les Français sont maintenant prêts à entrer dans la guerre et qu'on devrait compter que dans une période de 6 jours, peut-être, ils pouvaient aisément rassembler 65 divisions. Oui. Et de l'autre côté, nous étions convaincus que le deuxième bureau français, et naturellement aussi la même organisation, l'organisation correspondante britannique, devait avoir donné des renseignements à leur gouvernement qu'il n'y avait que 7 divisions du côté allemand pour défendre toute la frontière de l'ouest, de la Suisse jusqu'à la mer du Nord. 7 divisions contre 65. Voilà, exactement. Lorsque, devant le tribunal de Nuremberg, le Feldmarschall Keitel eut à répondre à des questions qui lui étaient posées sur l'état de préparation de l'armée allemande, de l'armée hitlérienne, en 1938, oui. En 1938, qu'a-t-il dit? On lui posa la question suivante. L'Allemagne était-elle préparée pour une guerre mondiale au moment de la crise de Munich? Réponse de von Keitel, non. Parce que jusqu'à ce moment, nous n'avions fait aucune préparation stratégique et tactique. Deuxièmement, le but politique, nouvelle question, le but politique du pacte de Munich était-il l'élimination de l'Union soviétique des affaires européennes? Oh oui, car la Tchécoslovaquie était considérée comme base militaire éventuelle pour l'Union soviétique avec toutes les conséquences stratégiques les plus dangereuses. Et Keitel ajoutait, si au lieu d'une conférence de Munich, il y avait eu une collaboration Grande-Bretagne, France, URSS, il aurait été pour nous impossible de frapper. Ce qui veut dire que si on avait tenu bon en 1938, on n'avait pas la guerre. Et on n'aurait pas donné à Hitler la possibilité d'enlever une victoire à bon compte. Et Keitel ajoutait encore, le pacte à 4 plongea les généraux nazis dans la joie
car il ne se croyait pas assez fort à ce moment-là pour enfoncer les fortifications de la frontière tchécoslovaque, et l'affaire tchèque avait été pour eux un sujet de lourde préoccupation. Voilà qui en dit long. Et ça, c'est la condamnation la plus terrible, la plus décisive contre les hommes qui manquèrent de nerfs, qui manquèrent d'énergie, qui manquèrent de courage et de clairvoyance au moment de Munich. À partir de 1936, il fait une ligne Siegfried devant notre frontière. Une ligne Siegfried qui est considérée comme quasiment infranchissable par nos éléments militaires. Ensuite, il annexe l'Autriche. Là aussi, il n'a pas le droit. C'est contraire à ses engagements. On ne dit rien. Et enfin, arrive 1938, le moment où je deviens, moi, ministre des Affaires étrangères. Et c'est le moment, à l'époque où nos armements sont au plus bas, où la situation est la plus grave, où nos alliés sont le plus incertains, qu'on nous demande de faire la guerre. Docteur Vélin, en tant que Tchèque, juif, membre du Parti communiste, qu'est-ce que vous pensez des accords de Munich? Je pense que Munich, c'était un grand malheur. Non un malheur, un crime. Non, pas seulement contre la Tchécoslovaquie, mais contre toute l'Europe. Parce que je pense que sans Munich, Hitler n'aurait pu n'aurait pas pu mener la guerre mondiale. Toutes les morts sont une conséquence de Munich. Oui. Moi, j'ai vécu 6 années dans les camps de concentration. J'ai perdu toute ma famille, mes parents, ma fiancée dans les chambres de gaz. Et ça était seulement possible par Munich. C'est là il y a le commencement, d'après mon ami. Le 1er octobre, dans les conditions convenues par l'accord de Munich, les Allemands pénètrent dans la première zone du territoire des Sudètes. Fini l'esclavage. Führer, merci. Begeistert wurde der Führer in dem weltbekannten deutschen Karlsbad empfangen. Le maréchal Göring distribue des bonbons aux enfants sages. Mais le temps de la bonhomie passe vite. Le Reichsprotektor Heydrich arrive à Prague. Et c'est le signal de l'horreur et de la mort. Mais les bourreaux meurent aussi. Heydrich est exécuté par des partisans. En guise de représailles, des milliers d'otages sont assassinés sommairement. À Lidice, l'Oradour-sur-Glane tchécoslovaque, Karl-Heinz Frank décrète l'exécution de tout un village.
Dans la nuit de Munich, pendant les moments creux de la conférence, le dictateur de l'Italie et le président du Conseil français avaient eu l'occasion de bavarder ensemble. Il m'arrivait de parler un peu avec Mussolini. Il était aimable d'ailleurs. Et alors à un moment donné, je voyais qu'on allait aborder cette question, je dis écoutez, monsieur Mussolini, vous connaissez mes sentiments. Oh, il me dit oui, je suis au courant, mais que voulez-vous? Vous avez raison, il fallait absolument en finir. Après, nous ferons autre chose, nous organiserons la paix. Enfin. Et d'ailleurs, vous savez, les Français ils vont vous acclamer quand vous rentrerez. Je dis, comment vous savez ça? Il me dit, vous, c'est inévitable. C'est la psychologie qui m'inspire. Les Français ils vont vous acclamer. Il n'y a aucune question. Ben, je dis, écoutez, je pense que les Français, à mon retour, ils seront contents que la paix ait été sauvée, ça je le crois. Mais qu'ils en soient enthousiastes, je crois, monsieur Mussolini, que vous allez un peu loin. Nous verrons, dit-il. C'est lui qui avait raison, alors. Hélas. Je suis content d'être retraité après presque un quart de siècle de service d'interprète sous des régimes les plus divers, dans les situations les plus diverses, en commençant par 23, qui était le fond de la vallée après la Première Guerre mondiale, jusqu'à la puissance, et c'est-à-dire un tour d'horizon, un tour d'horloge complet. Oui. C'était extrêmement intéressant, et je ne regrette pas avoir fait ce travail. Je dis avec Edith Piaf, je ne regretterai rien, et je recommencerai à zéro. Eh bien, voici des photographies qui sont pleines d'intérêt et de souvenirs pour moi. Par exemple, celle-ci, où je suis à la conférence de Lausanne, avec Herriot et MacDonald, et où je vois Chamberlain, von Papen. Celle-là où je sors de l'Élysée, avec Daladier et Paul Reynaud. Celle-là encore où je visite l'exposition de 1937 avec Madame Roosevelt. Celle-là également où je suis au terrain d'aviation en train de partir pour Londres où nous devons rencontrer les ministres anglais. Et toutes ces photographies évoquent pour moi des souvenirs qui sont en général très agréables. C'est la vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour, la vie qui nous appelle, comme l'amour elle a des ailes, oui c'est elle qui fait chanter la joie. Quand tout vit, c'est que tout va, quand tout va la vie est belle, pour vous et pour moi. Je sais bien que demain tout peut changer, je sais bien que le bonheur est passager, mais après les nuages, mais après l'orage, on voit se lever joyeux l'arc-en-ciel dans vos yeux. Tout est beau comme un mirage quand la vie va mieux. Vous qui rêvez d'un désir fou, vous qui chantez la jeunesse, vous qui pleurez d'un air très doux, le cœur rempli de tendresse. Stop, arrêtez-vous un instant, écoutez la marche du temps. Voici la vie qui va toujours. Vive la vie, vive l'amour, la vie qui nous appelle, comme l'amour. Le monde entier suit avec anxiété, mais avec sang-froid, le cours des événements. Les Parisiens attendent avec impatience les éditions successives des journaux. Dans les églises, dans les temples, dans les synagogues, les fidèles prient pour la paix. Les faits se précipitent. Le public consulte avidement toutes les sources d'information.
À Londres, même atmosphère. L'attention est fixée sur le gouvernement. Des décisions capitales vont être prises, dont dépend peut-être le sort de millions d'existants. Ne négligeant aucun acte susceptible de maintenir la paix en Europe, M. Neville Chamberlain décide d'aller s'entretenir directement avec M. Hitler et monte pour la première fois en avion, accompagné des vœux de tout l'Empire. À Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises, le Führer reçoit le Premier ministre anglais au bas du perron de sa villa. Ces deux hommes d'État vont avoir un entretien large et franc et aborderont le problème sous toutes ses faces. De retour en Angleterre, M. Chamberlain, très entouré, déclare qu'il va communiquer au roi et au cabinet les propositions allemandes. Peu après, le Premier ministre anglais décide d'inviter les dirigeants français à venir s'entretenir avec lui de la situation afin d'adopter un plan d'action commun. Messieurs Édouard Daladier et Georges Bonnet, sur lesquels pèse une responsabilité redoutable, s'embarquent au Bourget à bord de l'avion bloc bimoteur Numerone Gascogne piloté par Durmont. Le temps, beau au départ, se bouge bientôt. Une fois de plus, la radiogoniométrie permettra un atterrissage impeccable. Tandis que les ministres français et britanniques examinent les données du problème, à Trieste, M. Mussolini débarque du contre-torpilleur Camicianera et se rend sur la place de l'Unité, où une foule compacte et les organisations fascistes sont massées. Parlant du haut de la tribune, dont la décoration symbolise deux immenses gouvernails de navires, le Duce, dont le discours est très attendu, loue le geste de M. Chamberlain. Il souligne que l'Italie souhaite une solution pacifique du problème, il en demande un règlement rapide et affirme qu'éventuellement la place de l'Italie est déjà choisie. De retour en France, messieurs Daladier et Bonnet vont réunir leurs collègues du cabinet et leur feront part de la parfaite identité de vue qui existe entre la Grande-Bretagne et la France. Après ces heures fiévreuses, la tension nerveuse décroît peu à peu. La population parisienne, qui avait fait preuve d'un calme et d'un sang-froid remarquable, apprécie cette détente. Il semble impossible que de tous les efforts déployés par des dirigeants responsables, animés d'un même désir de justice, ne surgisse pas un renouveau de sécurité internationale, de concorde sociale et de paix. Avec le mois d'août 1938, la France connut les plus beaux jours de son été. Parmi les rires et les jeux, chacun oubliait les soucis d'une année de travail. Soudain, le ciel s'obscurcit. Tous les regards se portent sur la Tchécoslovaquie où les Allemands des Sudètes, conduits par Konrad Hinlein, élèvent avec énergie de graves revendications. Sous prétexte de manœuvre, l'Allemagne mobilise 1 500 000 hommes. Un arbitre anglais, Lord Runciman, est à Prague et s'emploie à concilier les points de vue qui s'opposent. Mais brusquement, la situation s'aggrave. Au cours du congrès de Nuremberg, un discours passionné déchaîne des incidents sanglants dans la région des Sudètes. Ces incidents entraînent immédiatement des répercussions alarmantes. Pour éviter le pire, M. Chamberlain vient à Berchtesgaden. À son retour, il reçoit le président du Conseil français, M. Georges Bonnet. Un plan de paix est élaboré et les nuages qui pesaient sur l'Europe
semble devoir se dissiper. M. Chamberlain se rend à Godesberg pour régler l'application du plan franco-anglais accepté par Prague. Mais l'espoir des peuples est trompé. De nouvelles difficultés, de nouvelles exigences surgissent. Sur le champ, la Tchécoslovaquie mobilise. La France mobilise. L'Angleterre mobilise. Et de nouveau, l'orage s'élève plus menaçant que jamais. Les Français, silencieux et unanimes, se préparent à faire leur devoir. Cependant, la situation empire d'heure en heure. Toutes les capitales manifestent pour ou contre la Tchécoslovaquie. Pendant ce temps, Berlin s'apprête à passer aux actes. Messieurs Daladier et Bonnet retournent à Londres. L'Angleterre prépare la défense passive. Et la Home Fleet appareille pour une destination secrète. Paris prend ses suprêmes mesures de sécurité. L'irréparable va-t-il s'accomplir? À Berlin, au Sportpalast, le chancelier Hitler prononce une violente harangue. Le monde entier est à l'écoute et son angoisse est à son comble. Ich habe Herrn Benesch ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was selbst schon zugesichert hat. Hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Devant l'imminence du péril, l'évacuation de Paris commence et la défense passive s'organise. Cette crise, qui s'aggrave depuis plusieurs semaines, a maintenant porté à son paroxysme l'inquiétude et la nervosité des peuples. Les anciens combattants se refusent à l'idée d'un calvaire qu'ils voulaient épargner à leurs enfants. Pour la seconde fois, la voix du président Roosevelt s'élève. Elle adjure le chef de l'Allemagne de régler pacifiquement ce conflit. Cette intervention arrêtera-t-elle la guerre en marche? Chamberlain, après avoir téléphoné à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler, lequel accepte de réunir à Munich une conférence des 4 puissances. Monsieur Chamberlain, une troisième fois, prend l'avion. When I was a little boy, I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. Monsieur Daladier le rejoint à Munich. Quelques heures plus tard, dans la capitale bavaroise, les 4 hommes d'État se trouvent rassemblés. Avant de recevoir les présidents anglais et français, les deux dictateurs se concertent. Puis, ce sont les travaux de la conférence. Enfin, à 1h35 du matin, un accord est signé par les 4 hommes d'État.
Les peuples accueillent dans le délire la victoire remportée contre la guerre. Les hommes d'État rentrent en triomphateurs. À Florence, Mussolini rend compte au roi Victor Emmanuel de sa mission. Puis le peuple romain lui fait une chaleureuse réception. À Berlin, le peuple allemand, non moins joyeux, fête lui aussi la paix. À sa descente d'avion, M. Chamberlain annonce au peuple anglais l'heureuse issue de ses efforts et que la voie est ouverte anglo-allemande. Which bears his name upon it as well as mine. Le premier Britannique et Madame Chamberlain sont reçus par les souverains au palais de Buckingham. Spontanément, le peuple de Paris se porte à l'aéroport du Bourget pour accueillir le président du Conseil. À Paris, les députés font leur rentrée pour entendre M. Édouard Daladier faire le compte-rendu des accords conclus à Munich par les représentants des 4 grandes puissances. L'Assemblée acclame l'exposé du président du Conseil qui a obtenu 535 voix contre 75. L'envoi d'un ambassadeur à Rome est une des conséquences de ces accords. C'est M. François Poncet, actuellement représentant de la France à Berlin, qui est désigné pour se rendre dans la ville éternelle. À Teschen, les troupes polonaises font leur entrée suivant l'accord conclu avec le gouvernement tchécoslovaque. Les nouvelles autorités sont chaleureusement accueillies par la population polonaise. À Prague, le docteur Édouard Beneš, président de la République tchécoslovaque, qui avait été élu en 1935 après la retraite de M. Masaryk, décide de se démettre de ses fonctions. Le voici signant sa démission. Les fonctions de chef de l'État en attendant de nouvelles élections seront assumées par le général Sirovi. La population de Polica, qui est presque exclusivement tchèque, fuit avant l'occupation de la ville par les Allemands. Les administrations déménagent également, donnant ainsi un caractère officiel à cet exode général. Les troupes allemandes sont précédées par leur service de propagande. Vêtements et vivres sont distribués aux populations qui n'ont pu fuir. D'autre part, suivant l'accord polono-tchécoslovaque, le maréchal Śmigly-Rydz prend possession des régions cédées à la Pologne, région que M. Beck, ministre des Affaires étrangères, vient à son tour visiter. Les troupes polonaises font leur entrée à Fridstadt. Le nombre des réfugiés fuyant devant l'occupation des Sudètes par les troupes allemandes dépasse toutes les prévisions.
les services de secours ont dû transformer plusieurs établissements publics en dortoirs. Sir Henry Twyford, Lord maire de Londres, et Sir Malcolm, haut commissaire de la Ligue pour l'aide à la Tchécoslovaquie, viennent d'arriver à Prague. À Komarov, les délégations tchécoslovaques et hongroises sont réunies pour discuter les conditions de rétrocession à la Hongrie des régions habitées en majorité par des populations magyares. Au moment de l'ouverture officielle des négociations, la ville frontière de Satoral, Jaojeli et celle d'Ipolisag ont été occupées par les troupes hongroises. Au Congrès radical socialiste à Marseille, M. Édouard Daladier, président du Conseil, a prononcé un grand discours. Il m'arrive de me demander, à la lueur du soleil couchant, si la route que j'ai prise est la meilleure et s'il n'y en a point d'autre. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ma route. Pour comprendre combien dans ces dernières semaines la paix du monde a été menacée. Je ne retracerai pas devant vous l'histoire de cette crise européenne qui nous a menés jusqu'au bord de la catastrophe. Et je n'ai pas davantage besoin de vous dire au prix de quels efforts et de quels durs sacrifices nous sommes arrivés à surmonter cette crise. Ce que je tiens à affirmer une fois de plus devant vous, avec toute la force dont je suis capable, c'est que pour l'Europe, pour la civilisation européenne tout entière, pour notre idéal de liberté, pour notre pays, pour la Tchécoslovaquie elle-même, dont je parlerai avec clarté tout à l'heure, la situation qui résulte des accords de Munich est préférable à la situation qui existerait aujourd'hui si nous n'avions pas évité la guerre. Pour moi, je ne tolérerai jamais une politique qui serait animée d'un esprit rétrograde et qui aurait pour but de réduire le bien-être ou la liberté des travailleurs. Mes citoyens, la République française, dont la patience a été peut-être excessive, veillera désormais à rendre impossible toute entreprise, quelle qu'elle soit, qui ne surgirait pas des profondeurs elles-mêmes de notre patrie. Si par hasard devait se produire un jour contre elle une tentative de violence, les citoyens de France, l'armée, toutes les forces vives de la nation se lèveraient pour la briser et la briseraient en effet. Le 29 septembre dernier, l'accord de Munich, paraphé par les gouvernements français, anglais, allemands, italiens, terminait la crise extrêmement grave que le problème des Sudètes avait ouverte en Europe. Devant le principe du droit des Sudètes à disposer d'eux-mêmes, invoqué par M. Hitler, la France et l'Angleterre s'inclinaient. La Tchécoslovaquie consentait à l'amputation de son territoire et l'Europe prenait acte des assurances données par le Führer. On se rappelle avec quelle allégresse tous les peuples accueillirent la paix retrouvée. L'indépendance de la Tchécoslovaquie était sauvée. Elle allait revivre, forte de ses traditions historiques.
du souvenir des luttes millénaires qu'elle avait menées contre la tyrannie, depuis les premiers rois de Bohême jusqu'à Masaryk. Forte aussi de la ferveur de son patriotisme, de la fierté de sa jeunesse, de toutes les vertus de la race slave. Mais soudain, un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne a envahi le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence. À l'heure même où M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, et M. Chvalkovski, ministre des Affaires étrangères, venaient rencontrer à Berlin le chancelier Hitler, des troupes de la Reichswehr franchissaient les frontières tchèques, entraient à Brünn. Puis, elles atteignaient Prague. Nous estimons nécessaire de rappeler que les documents filmés présentés ici sont de source allemande. Et cependant, le 12 septembre dernier, M. Hitler avait dit « Ce que les Allemands demandent, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Le 26 septembre, M. Hitler avait dit « Le problème des Sudètes est notre dernière revendication territoriale en Europe ». Au cours du même mois, M. Hitler avait dit « Nous ne voulons pas des Tchèques dans le Reich ». Le 16 mars, au mépris de sa parole, M. Hitler entre à Prague. Les Allemands ont trouvé en Tchécoslovaquie 3 milliards d'or, 750 avions et de nombreuses usines d'armement. Dans le même temps, les troupes hongroises ont pénétré dans l'Ukraine carpatique et occupé la totalité de ce territoire. La Hongrie a ainsi réalisé la frontière commune avec la Pologne. Cette frontière a pour but d'enrayer le mouvement séparatiste ukrainien que l'Allemagne favorisait dans l'espoir de ressusciter artificiellement une grande Ukraine susceptible d'entraîner la dislocation de la Pologne, de la Russie et de la Roumanie. Quoi qu'il en soit, la mainmise de la Hongrie, amie de l'Allemagne, sur l'Ukraine carpatique facilite au Reich l'accès des gisements de pétrole roumains qui fournissent annuellement un tonnage double de celui dont il a besoin. Cette région constitue également l'accès aux riches terres sablées de l'Ukraine soviétique qui pourrait devenir le grenier de l'Allemagne. Après son coup de force, M. Hitler est revenu à Berlin. Une réception triomphale avait été organisée par l'état-major de son parti. Devant l'immensité du péril, toutes les nations libres réagissent avec une extraordinaire fermeté. Hôte des États-Unis, M. Edouard Beneš nous déclare. Today can tell which way the European development may go. It will be again a great struggle for either the downfall or the victory of freedom, democracy, and the dignity of the human individual. À Paris, d'émouvantes manifestations ont lieu, l'une devant l'Office du tourisme tchécoslovaque. L'autre cérémonie
au Père-Lachaise, devant le monument élevé à la mémoire des volontaires tchèques et slovaques morts pendant la Grande Guerre pour l'indépendance de leur patrie. Les Français, n'acceptant pas la violence faite aux plus faibles, prennent part à la douleur de 11 millions d'amis et partagent leur espoir. Comme les corps, les États peuvent mourir, comme les âmes, les nations survivent.